Ziad, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Ziad, tu es politologue, spécialiste du Moyen-Orient. Tu vas publier, ça sortira le 9 octobre prochain et je te réinviterai sûrement pour en parler, un Merci. ouvrage à la découverte. Ça s'appelle Le Proche-Orient, miroir du monde. Euh, Justement, alors je voulais pas te parler, je voulais pas qu'aujourd'hui on parle strictement du Proche-Orient, mais plus largement dans la façon dont les mondes arabes, je mets bien au pluriel, hein, les mondes Oui, arabes et les mondes islamiques, qui regroupe une foultitude de réalités. tout Je ne à fait. vais pas réduire ça à dire que, par exemple, la rue arabe, j'ai jamais très bien compris Oui, ce que ça voulait dire. Donc, dans toute cette multiplicité, comment est-ce que ces mondes-là réagissent à ce qu'il se passe en Palestine récemment, et c'est pour ça qu'on voulait t'inviter, c'est qu'il y a eu cette réunion justement avec il y a la Liga arabe donc qui réunit oui, plusieurs pays, et d'une part, et d'autre part, une organisation de pays islamiques qui se sont réunis lundi à Doha pour, après l'attaque d'Israël au Qatar, donc qui visait des dirigeants du Hamas, mais comme d'habitude, oui, bon, ils ont bombardé enfin, tout des à fait. immeubles. Euh, c'est le sixième pays qu'ils attaquent depuis le 7 octobre. Euh, je sais pas, j'ai pas très bien compris en fait ce qui était ressorti de cette réunion. Est-ce que toi, tu en as compris un peu plus? Est-ce que tu vois se dégager une unité dans la direction de tous ces pays très très disparates? Ça va des Philippines jusqu'au Maroc, en passant par l'Iran, la Turquie, les pays de la péninsule arabique. Enfin, il y a beaucoup de pays très très différents. Oui. Non, tout à fait. Tu as raison, premièrement, de parler de rues arabes et de rues islamiques ou musulmanes, parce que les caractéristiques culturelles, les itinéraires historiques sont très différents, et on parle de plus d'un milliard et demi de personnes de part et d'autre du monde, mais concentrées au niveau des pays, évidemment en Asie et en Afrique. Alors, le sommet au Qatar était beaucoup plus une réponse qatari à cette attaque. Doha voulait montrer qu'il y a une solidarité avec la position qatari, très remontée contre Israël, mais en même temps contre les États-Unis, même si cela, ils n'osent pas le formuler de la sorte, mais il y a un sentiment de trahison, notamment chez les pays du Golfe, les monarchies. À la fois, ils ont dépensé énormément d'argent durant la dernière visite de Trump dans la région. En plus, historiquement, ils ont souvent investi aux États-Unis et ils ont acheté des armes américaines et des systèmes de défense antimissiles. Et on voit qu'avec cette attaque, tous les systèmes de défense antimissiles n'ont pas fonctionné. Ils n'ont même pas alerté les autorités qu'il y a un missile ou des missiles ou des drones qui vont attaquer Doha. Donc, la réunion était surtout pour montrer cette solidarité-là avec le Qatar et c'était pour envoyer un message comme quoi nous ne pouvons pas accepter qu'Israël continue l'élargissement des fronts et l'attaque de plusieurs pays, peu importe le prétexte ou la justification israélienne. Après, beaucoup s'attendaient à des mesures, peut-être des sanctions. Il y a toujours, il paraît, des négociations pour convaincre certains pays qui ont déjà normalisé avec Israël, soit dans le cadre des accords d'Abraham, notamment les Émirats, le Bahreïn, le Maroc, le Soudan, de dire clairement, d'annoncer qu'ils vont fermer les ambassades ou qu'ils vont prendre certaines mesures diplomatiques jusqu'à ce que la guerre à Gaza se termine et qu'Israël arrête les attaques dans la région. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vu des résultats concrets. Il y a aussi ce qui se prépare pour les Nations Unies, donc le soutien à cette initiative franco-saoudienne. C'est clair qu'il va y avoir un grand soutien pour que ça soit au moins un moment de réussite diplomatique, etc. Mais c'est vrai que le communiqué final de ce sommet n'a pas été à la hauteur des défis, ni à la hauteur du génocide et des crimes qui se poursuivent dans les territoires palestiniens occupés. Euh, une question encore sur cette réunion. Euh,
pourquoi est-ce que ça n'a pas été à la hauteur? Quels sont Oui. les blocages? Est-ce que c'est parce qu'ils voulaient un truc unanime, enfin, c'est-à-dire avec tous les pays, et que bah, il y a des pays qui sont un peu réticents, ou est-ce qu'ils n'arrivent pas à trouver les mots communs à mettre sur ce qui s'est passé? Où est le blocage? Moi, je pense que le blocage, c'est par rapport à Donald Trump. Certains pays ne veulent pas la colère de Trump, considèrent que vaut mieux négocier avec lui, que vaut mieux tenter de le convaincre de changer d'approche que d'aller vers un affrontement ou une confrontation, même si elle est verbale ou dans un communiqué. Et là, on peut trouver plusieurs pays qui ont des priorités différentes, qui ne se sentent pas directement touchés et qui compte toujours sur des possibles ententes avec les États-Unis. C'est le cas du Pakistan. Ça peut être le cas de plusieurs monarchies arabes, dont l'Arabie saoudite, qui a une entente assez importante avec les Américains actuellement. Les Émirats, c'est la même chose. Le Maroc, c'est la même chose. Et donc, il peut y avoir des divergences au niveau du traitement terminologique, par exemple. C'est difficile d'aller vers des mesures et vers des sanctions contre les Israéliens, pour certains pays au moins, au moment où, avec Trump, ils sont en train de travailler pour une paix régionale comme ils prétendent. Donc je pense que c'est plus les considérations vis-à-vis des Américains que vis-à-vis d'Israël ou de l'attaque à Doha elle-même. Et ça montre en même temps que Trump crée un moment d'hésitation, parfois d'incompréhension. On ne sait pas exactement quelle va être sa réaction et il terrorise des régimes qui n'ont pas suffisamment aussi de légitimité populaire chez eux et qui ont besoin d'un soutien américain. Mais il y a aussi des divergences s'agissant des rôles régionaux de plusieurs acteurs, notamment dans le Moyen-Orient, puisque vous avez la Turquie d'un côté, vous avez l'Arabie saoudite, vous avez le Qatar, vous avez les Émirats, et deux acteurs qu'on n'évoque pas toujours, mais qui sont très inquiets par tout ce qui se passe, la Jordanie et l'Égypte, vu la proximité géographique et de nouveau ce qui a été révélé récemment, comme quoi Trump n'a pas abandonné son projet écœurant de ce qu'on appelle la rivière à Gaza, et donc la déportation de la population et la construction d'une région touristique, etc. Et pour les Égyptiens et les Jordaniens, cela les touche directement. Donc c'est pour ça qu'ils veulent encore négocier avec Trump plutôt qu'aller vers un langage diplomatique très musclé vis-à-vis des États-Unis et d'Israël. Ça les touche directement parce que si ce projet atroce allait jusqu'au bout, ça voudrait dire que, enfin, il faudrait dégager tous les Gazaouis et donc nécessairement Exactement. ils iraient dans les pays voisins, c'est-à-dire l'Égypte et la Jordanie, qui sont pas du tout enclins à accueillir autant de gens d'un coup. Je J'ai une question sur les opinions publiques. Oui, Alors, je regarde assez souvent Al Jazeera en arabe, oui, qui est diffusée, donc qui est une chaîne qatari, hein, où il y a des parts c'est une chaîne privée, mais il y a des parts du gouvernement qatari dans Al Jazeera. C'est diffusé bah, dans les pays arabes, parce que ceux qui parlent la langue arabe, bien évidemment. Et je vois que très souvent est donnée la parole dans des reportages à des gens alors ça va pour le coup du Maroc jusqu'à la péninsule arabique, ils donnent la parole à des gens dans la rue qui disent, mais nous on est en fond en soutien des oui, Palestiniens, de la lutte des Palestiniens, que ça soit des gens, des kidam, hein, des micro-trottoirs, ou des organisations syndicales, de oui. travailleurs, dans les mobilisations, etc. Donc, ce qui ressort en fait de ma vision de Al Jazeera, c'est qu'il y a un soutien dans ces mondes arabes au pluriel du peuple palestinien. Soutien qu'on ne voit pas tellement transcrit en fait dans le positionnement des États. Alors, est-ce que je suis complètement lobotomisé par Al Jazeera en arabe ou est-ce qu'il y a une réalité dans ce soutien populaire à la lutte
palestinienne, lutte qui, là aussi, est diverse, parce que entre ceux qui, trouvent plutôt cool ce que fait le Oui, Hamas, ceux qui aiment plutôt, qui sont un peu nostalgiques de l'OLP, etc., ceux qui aiment le Fatah et l'autorité palestinienne, ceux qui en ont rien à foutre de tout ça, mais qui voient juste oui. des Arabes et des musulmans qui crèvent. Enfin, je veux dire, il y a plein de façons d'être soutien du peuple palestinien. Tout à fait. Non, tu n'as pas du tout tort. Ce que tu dis est tout à fait précis par rapport à un soutien au niveau des sociétés civiles dans plusieurs pays arabes à la lutte palestinienne et parfois à la lutte en soi, c'est-à-dire sans penser aux acteurs et aux projets de ces acteurs. C'est juste par rapport aux droits de ce peuple palestinien qui est sous occupation depuis des décennies, qui est martyrisé, bombardé, sous blocus et colonisé, déporté, déplacé, donc qui reçoit énormément d'injustices et qui est la cible d'énormément de pratiques coloniales et de déshumanisation. Donc il y a un soutien, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, il y a des cas différents et il y a des ruptures entre des sociétés et des régimes qui ont d'autres considérations et d'autres priorités. Si on prend un peu la carte et très rapidement, vous avez des pays comme l'Irak et la Syrie qui sont déchirés, déjà qui sortent de conflits, d'une série de guerres et d'interventions, et où la fatigue et la lassitude par rapport à la violence elle-même s'installent. Et donc, même s'il y a des émotions et des sentiments vis-à-vis des Palestiniens et de leur lutte et de tout ce qu'ils souffrent et vivent aujourd'hui, mais ça ne s'exprime pas d'une manière assez puissante. Et pour les gouvernements en place, ils sont aussi dans des phases de transition. Ils ne savent pas trop dans quelle direction la région va aller. Ils veulent le soutien des Américains ou de Trump, ou du moins une entente avec lui. Donc, ils restent un peu comme prudents dans leur démarche vis-à-vis de la question palestinienne. Un pays comme le Liban vient de sortir de plusieurs séquences violentes, que ce soit l'effondrement économique, puis la guerre avec Israël, entre Hezbollah et Israël. Il est le pays divisé politiquement par rapport à cela. Il y a un soutien chez une grande partie de la population à la lutte palestinienne, mais ça ne s'exprime pas non plus, étant donné que les priorités quotidiennes sont tellement difficiles et importantes qu'il y a, je ne vais pas dire une hiérarchie, mais disons des priorités. Le gouvernement tente aussi de dialoguer avec les Américains aujourd'hui pour trouver une solution au niveau de l'occupation israélienne dans le sud, le désarmement de Hezbollah, sans que ça soit conflictuel, parce que le pays ne peut plus supporter un nouveau conflit. Vous avez l'Égypte et la Jordanie qu'on a évoquées. Les enjeux là sont très différents. La Jordanie, c'est la préoccupation, c'est surtout la Cisjordanie, vu le voisinage et les plans de déplacer des Palestiniens de Cisjordanie vers la Jordanie, l'annexion qu'annonce Israël d'une partie de la Cisjordanie peut menacer et faire craindre les autorités jordaniennes qu'un changement peut avoir lieu si les États-Unis en plus soutiennent cela. Et donc à Amman, on a un sentiment très fort par rapport aux Palestiniens, exprimé de temps en temps par le gouvernement, qui laisse aussi des manifestations s'organiser, notamment les vendredis, mais sans que ça soit la même chose, conflictuelle avec Washington, puisque Amman dépend économiquement de l'aide internationale et du soutien américain. L'Égypte, c'est pas juste la question de ne pas accueillir les Palestiniens qui, de toute façon, ne doivent pas être déplacés de force sous les bombardements, sous la famine et sous toutes les pratiques criminelles aujourd'hui. Mais pour l'Égypte, à la fois, ils interdisent les manifestations dans le pays, car le gouvernement en place craint que ces manifestations débordent contre lui. Et en même temps, il y a la question de Rafah, qui est le passage vers Gaza fermé. Les Égyptiens disent qu'il est fermé de leur côté pour ne pas permettre aux Israéliens de déporter les Palestiniens. En même temps, les Israéliens le ferment de l'autre côté pour empêcher l'aide humanitaire et pour maintenir le blocus. Donc la situation est compliquée là-bas encore une fois et il y a un décalage entre certaines déclarations et la situation au sein de la société égyptienne très remontée contre cette situation. Puis vous avez des pays comme le Soudan qui est déchiré par une guerre civile,
par des catastrophes humanitaires également, qui n'arrivent pas à s'exprimer d'une manière assez cohérente sur la question pour des raisons internes. Les pays du Maghreb, différents scénarios. Le Maroc, c'est assez contradictoire. C'est le seul pays qui a normalisé avec Israël officiellement. Et c'est le seul pays où il y a des manifestations géantes en soutien aux Palestiniens, que ce soit à Casablanca, à Tanger, à Rabat et dans les stades de football où ça s'exprime d'une manière spontanée chaque week-end avec des chants, avec des drapeaux et tout. Donc, il essaye de montrer qu'il laisse la colère exploser contre ce qui se passe, tout en préservant quand même les relations avec Israël et avec les États-Unis d'une manière assez importante. L'Algérie et la Tunisie, le discours est en grand soutien aux Palestiniens, mais ils ne laissent pas des manifestations par crainte aussi que ça se dirige vers eux, qu'il y ait des troubles internes, comme ils disent. Donc, on va encore un décalage s'installer. Et les monarchies du Golfe, alors l'Arabie saoudite, c'est le seul pays où il y a une grande démographie et je n'ai pas de doute que là-bas, il y a une colère, une frustration, le sentiment d'impuissance, d'incompréhension par rapport à toute la politique vis-à-vis de Gaza, qui ralentit le processus de normalisation que les Américains voulaient que l'Arabie saoudite mène avec les Israéliens, mais sans pour autant aller vers un boycott, par exemple, du pétrole, des mesures vis-à-vis de l'Occident, de tous les soutiens d'Israël. Mais ça empêche la normalisation. Et donc, pour l'Arabie, ils sont maintenant dans cette initiative avec la France, reconnaissance contre normalisation, sinon pas de normalisation. Les Émirats, c'est au niveau de la société, la démographie, elle est petite. Le pays tente de se montrer tout le temps active, économiquement parlant, plus que politiquement. Donc, on va des cas différents. Et puis, il y a la Turquie, qui n'est pas un pays arabe, mais qui, aujourd'hui, prend des mesures, des sanctions contre Israël au niveau des ports, au niveau des aéroports, de l'économie. Et la population est également mobilisée dans des manifestations. Mais ce qui est commun chez tout le monde, c'est la frustration et c'est le sentiment d'impuissance qu'on n'arrive pas à arrêter un massacre qui dure devant nos yeux depuis 2 ans et que le monde ne prend pas des mesures pour que ce massacre s'arrête, ce qui fait qu'il y a des conséquences par rapport à la relation au monde, par rapport à la relation surtout à l'Occident, qui est le seul capable d'arrêter un massacre pareil et de prendre des mesures et des sanctions, et non seulement quelques déclarations. Donc, ce sentiment d'impuissance est très frustrant et laisse des cicatrices et va avoir des conséquences, d'autant plus que plusieurs pays dans la région vivent dans comme des paysages de dévastation, puisque en Irak, en Syrie, au Liban, en Palestine évidemment, mais aussi au Soudan et au Yémen, il y a une quantité de destruction, de dévastation du paysage quotidien des gens, comme si on est face à des ruines et qu'on n'arrive pas à reconstruire et qu'à chaque fois qu'il y a une reconstruction, il y a une nouvelle guerre, il y a de nouvelles frappes, il y a une nouvelle dévastation, il y a une nouvelle mobilité forcée des populations et c'est très fatigant. Donc il y a aussi une fatigue qui fait qu'on a parfois le sentiment d'une lassitude et du déjà-vu, des massacres, des corps, des destructions. Et c'est vraiment difficile à vivre, surtout pour une nouvelle génération qui n'a vu que ça. Euh, Dans une tribune à Politis, l'écrivain Brahim Matiba écrivait en juin dernier, la solidarité, c'est pas une donnée ethnique, c'est un acte politique. Je rajouterais, c'est pas une donnée ethnique ni une donnée religieuse. D'ailleurs, Tout à c'est un fait. acte politique. Justement, là, quand tu me parles de solidarité,
tu m'as parlé essentiellement de mobilisation dans Oui, la rue, enfin dans les pays dans lesquels ces gens vivent. Il y a d'autres formes de solidarité. Alors, il y a les dons d'argent. Je vois il y a des flux, oui, il y a des cagnottes en fait qui sont créées pour des Gazaouis qui vivent dans un besoin permanent d'argent. Et parce il y a plus d'argent. Enfin, de toute façon, maintenant, ils ont même plus de nourriture. Mais enfin, voilà, il y a quand même des cagnottes qui sont créées. Donc, il y a des flux d'argent. Il y a aussi des marches en fait et des flottilles qui sont organisées vers la Palestine qui n'aboutissent jamais. Je veux dire, elles sont bien coupées oui, au niveau de l'Égypte ou bien lorsqu'ils arrivent par la mer, bah, ils sont arraisonnés par les forces israéliennes. Donc, ils n'arrivent jamais jusqu'au bout. Mais si je compare en fait avec d'autres moments de l'histoire, qu'elle soit décoloniale ou enfin dans ces moments de solidarité, je sais pas, par exemple, la guerre d'Algérie, oui, cette guerre de décolonisation, il y avait des mouvements, des gens en fait qui sont venus aider d'autres pays, qui sont venus aider le Front de libération nationale algérien. Dans d'autres pays, ça a été le cas aussi. Enfin, je sais pas, dans la guerre d'Espagne, tu vois, tu as des gens qui se sont oui, engagés. Même plus récemment en Syrie. Tu as des gens qui sont venus d'un peu partout dans le monde et qui notamment combattaient depuis le nord, qui passaient par la Turquie pour aller aider les forces libres. Là, j'ai pas l'impression que ça prend cette forme-là. Euh, Pourquoi, d'après toi, est-ce que c'est parce que l'opposant, l'adversaire israélien est trop puissant? Est-ce que c'est parce que la, les dynamiques à l'intérieur de la société palestinienne ne sont pas très claires et que euh, la question de la place du Hamas à l'intérieur de ces dynamiques voilà, est importante et genre les objectifs du Hamas sont pas toujours très clairs oui. vis-à-vis d'Israël des Israéliens et même plus largement de la communauté juive. Enfin, où est-ce que ça bloque pour qu'il y ait un engagement physique aussi des peuples, des populations, des gens? Oui. Alors, moi, je pense qu'on est face depuis quelque temps maintenant, face à un déclin au niveau de ces élans de solidarité qu'on voyait, que ce soit par rapport à l'Algérie dans le temps, même la guerre de Vietnam, plusieurs autres conflits ou guerres décoloniales qui avaient mobilisé des intellectuels, des artistes, des jeunes. Tu as évoqué la guerre d'Espagne et les brigades internationales. C'était un autre moment aussi dans la configuration de l'international, de l'universalisme, et c'était aussi un moment d'une gauche plurielle, mais quand même concernée par ce qui se passe ailleurs et toujours mobilisée par rapport à ce qui se passe ailleurs. Alors, depuis pas mal de temps maintenant, on a moins de mobilisation à ce niveau-là. L'universalisme, je pense qu'il a perdu une partie de ses soutiens et de sa place dans les débats politiques, culturels, intellectuels. Il y a également la question de l'islam politique qui a pendant un moment créé beaucoup d'hésitation et de crainte de se positionner et d'avoir peur d'être considéré comme un soutien à un mouvement islamiste. Il y a la question par rapport à Israël qui est une configuration, j'ose dire, exceptionnelle dans le sens où en Europe, cela évoque tout de suite la question de l'antisémitisme, la culpabilité par rapport aux horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, à toute l'histoire antisémite en Europe même, qui s'est projetée plus tard pour se déculpabiliser sur la question palestinienne. Et puis, il y a la montée des extrêmes droites ou des droites fascinées par un modèle puissant, ethno-religieux, qui tape sur des musulmans, sur des indigènes, sur des personnes qu'on déteste en tant que racistes, pour le dire très euh, directement, disons. Donc, il y a plusieurs considérations. Et puis, il y a dans les pays arabes le sentiment du déjà vu, mais aussi le sentiment que même si on se mobilise, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tout est fermé, il n'y a pas une ouverture de frontières possible, il n'y a pas
d'influence qui peut être décisive de l'extérieur, il n'y a que les Occidentaux qui peuvent, en imposant des sanctions contre Israël, faire bouger les lignes et changer les choses. Et il y a de plus en plus aussi une conscience politique qui compare Israël à l'Afrique du Sud de l'apartheid, qui n'a été affaiblie que aussi grâce à les sanctions de l'extérieur, au boycott, à des mesures sérieuses qui ont été prises et qui ont accompagné la lutte interne du peuple sud-africain contre ce régime d'apartheid. Donc là, on a une lutte palestinienne, mais qui prend pas toujours la même forme, puisque tu as parlé, et c'est tout à fait le cas aussi de plusieurs fractures au sein de la société palestinienne, entre ceux qui sont pour une lutte armée, mais dans quel objectif, entre ceux qui continuent à être résilients sur leurs terres, à cultiver leurs oliviers, attaqués par les colons et détruits et brûlés, parfois incendiés, pour en finir avec leurs racines qui donnent en partie l'identité de cette terre et de son peuple. Il y a la lutte contre les colonies, les mouvements de boycott, il y a des diasporas et des réfugiés palestiniens, mais aussi des diasporas de la région, comme des mouvements, des syndicats, des mouvements syndicaux, politiques. Ça commence à bouger maintenant un peu plus qu'avant, au moins si on compare à la première année après le 7 octobre, mais ça prend du temps et le temps est face à des dégâts irréversibles sur place, la destruction de Gaza, l'anéantissement des conditions de vie dans ce secteur où la population est génocidée, comme le confirment de plus en plus des rapports d'organisations internationales, des Nations Unies et l'apartheid en Cisjordanie et l'annexion qui est possible maintenant s'il n'y a pas de mesures et de réactions internationales. Donc il y a un sentiment aussi comme quoi l'impunité d'Israël lui permet d'aller toujours plus loin dans ses guerres, d'élargir les fronts, de détruire. Et Netanyahou semble être instoppable. Il n'y a que Trump qui peut l'arrêter. Et en disant cela, c'est comme si on accepte ce fait aussi, que seulement Trump peut l'arrêter. Donc nous, on doit se mobiliser, mais avec un sentiment qu'on ne va pas avoir finalement un succès et que ce n'est pas la lutte qui va modifier le rapport de force. Mais ceci dit, évidemment, il faut se mobiliser, il faut montrer la solidarité, il faut faire des dons, il faut aider à tous les niveaux, et il faut faire pression sur les gouvernements, notamment dans les pays où cela est possible. Et je pense que Razda, dans un sens, montre à quel point on vit dans un moment de déclin aussi démocratique, et pas seulement au niveau du droit international et des droits humains et des doubles standards, mais même dans plusieurs pays démocratiques, entre guillemets, occidentaux, avec une longue tradition de militantisme, de diversité, etc., on a vu à quel point on censure la parole s'agissant du soutien des Palestiniens dans les universités, parfois dans l'espace public. C'est comme si la démocratie devient une gestion d'un autoritarisme qui cible la question palestinienne. Il y a des tabous, il y a tout de suite la possibilité d'accuser qu'on fait l'apologie du terrorisme, de l'antisémitisme, ça c'est très différent des autres conflits. On n'a pas vu ça avant. On n'a pas vu à quel point non seulement on veut invisibiliser les Palestiniens et leur lutte, mais on veut même censurer les termes et les normes et les mots qui ont un sens juridique s'agissant de cette terre-là et de cette question-là. On veut effacer les Palestiniens et on veut effacer la terminologie qui qualifie ce qui se passe contre eux. Et très peu de documentaires ou de travail, notamment dans l'audiovisuel, a rendu justice aux Palestiniens et aux journalistes palestiniens qui sont massacrés pour montrer ce qui se passe, pour documenter leur génocide, pour documenter leur résilience et leur résistance. Mais la Palestine, dans ce sens-là, révèle beaucoup de malaise, beaucoup de maladies au niveau de la démocratie et de la gouvernance à travers le monde. Pas seulement dans la région, mais même dans les pays occidentaux et partout sur la planète. J'ai une dernière question, Ziad. En début de semaine prochaine, la France devrait Oui. reconnaître
l'État palestinien. Euh, je dis devrait parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Peut-être que genre Emmanuel Macron peut changer d'avis au dernier moment. Il l'a déjà fait de par le passé. Donc, euh, comment j'ai entendu le ministre des Affaires étrangères, maintenant démissionnaire, dire il y a quelques mois, au moment de l'annonce, que vraiment c'était extraordinaire, que genre, comme si c'était le premier pays du monde à reconnaître l'État de Palestine. Je rappelle qu'on sera le quelque 150e pays Oui, sur 190 à reconnaître la Palestine, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une minorité dans le monde de pays oui, qui ne reconnaissent pas la Palestine. Et donc la France emboîte cette dynamique-là. Et c'est tant mieux, enfin, c'est ce bien que sûr. je pense. Euh, Est-ce que pour enfin, je sais pas si tu as regardé ce qui se passait dans le monde en dehors de la France, parce qu'en France on en parle beaucoup, mais est-ce qu'en dehors de la France, les gens en ont quelque chose à faire que la France reconnaisse l'État de Palestine, ou est-ce que c'est un non-sujet absolu? Non, c'est un sujet assez important parce que même si, comme tu dis, il y a 149 pays qui reconnaissent déjà la Palestine, il y a eu plusieurs vagues de reconnaissance depuis 1988, après la déclaration de Yasser Arafat de l'État palestinien à Alger. Et il y a eu tout le bloc soviétique dans le temps, l'Europe de l'Est, il y a tous les pays arabes, la majorité des pays africains, une partie des pays asiatiques. Puis il y a eu une deuxième phase avec l'émancipation des pays de l'Amérique du Sud de l'influence américaine. Donc, c'était autour des années 2008-2010, quand il y a eu ces reconnaissances-là là-bas. Puis, il y a eu une troisième vague européenne, surtout avec l'Espagne, la Norvège, la Suède, puis la Slovénie, je pense. Et là, on est face à une nouvelle vague importante parce que la France, si les Canadiens et les Britanniques, peut-être les Australiens, les Belges et autres reconnaissent, c'est des pays qui ont plus de poids au niveau des relations internationales. C'est ça qui fait qu'on parle trop de cette question. Et c'est le timing aussi au moment où Israël, à la fois, détruit le Gaza, veut annexer la Cisjordanie, où son Parlement a voté l'année dernière une loi rejetant tout État palestinien, où la Cour internationale de justice est en train d'examiner le cas de génocide, où la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre Netanyahou et contre son ancien ministre de la Défense, où encore une fois la Cour internationale de justice parle ouvertement d'un système d'apartheid et de suprématie sur les territoires occupés. Donc, il y a le timing qui est important. Par contre, si la reconnaissance de la France, c'est juste pour dire que voilà, on a fait notre devoir, on a reconnu, sans que cela soit suivi de sanctions et de mesures, qu'est-ce qu'on fait face à une situation où on a reconnu un État, mais qui est occupé, qui est annexé, qui est bombardé, qui est détruit? Si on ne prend pas de mesures et de sanctions, la reconnaissance, elle est importante, mais elle va être plus symbolique que pesante sur un processus politique. Donc, reconnaissance plus sanctions, c'est extrêmement important et ça va mettre de la pression sur les pays qui n'ont pas reconnu, notamment les États-Unis, même si c'est avec Trump, toute cette configuration peut ne pas lui être, il peut l'avoir d'une manière pas très importante parce qu'il a son monde dans sa tête et son mode de fonctionnement qui est assez exceptionnel et assez différent. Mais quand même, il y a une pression qui va être mise sur les pays qui n'ont pas reconnu, qui seront une toute petite minorité. Et s'il y a des sanctions, si l'Union européenne, comme hier ou avant-hier, a commencé à annoncer des possibles ils veulent suspendre des accords économiques, il doit y avoir des sanctions contre des colons et des ministres israéliens. Si cela se traduit aussi en mesures concrètes, ça peut commencer à avoir des conséquences et à être très, très important dans la situation et non pas seulement des mesures symboliques. Eh ben, merci beaucoup, Ziad. Je te réinviterai pour parler de tout ça, mais aussi Merci à toi. de ton livre qui sort le 9 octobre prochain. Merci. À À bientôt. bientôt.